Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Study Abroad Session. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une bourse assez intéressante et spéciale, la bourse AI for Science. Et c'est un programme en réalité qui combine à la fois l'intelligence artificielle et la recherche scientifique avec un financement complet. C'est vraiment une vraie porte en réalité pour d'entrer vers un futur assez prometteur. Donc, aujourd'hui, ok. Donc, sans doute, vous avez tous reçu cette affiche, donc, qui est justement le programme AI for Science. C'est une formation proposée par AIMS, Afrique du Sud. Donc, on se rappelle que AIMS était Africa Institute for Mathematical Science, un programme qui réunit en fait des étudiants africains pour les permettre de faire un master qui s'étend sur pour un programme court, c'est de 10 mois, un programme plus long, 18 mois, et qui est basé entièrement sur les sciences mathématiques et évidemment qui admet tous les profils, hein, les gens qui font informatique, physique, mathématiques, etc. Donc, évidemment, notre invité reviendra largement, évidemment, sur les détails de cette bourse d'études. Donc, alors, on va donc parler de notre invité que nous avons. Nous sommes très contents d'accueillir ce soir. Il s'appelle Carlin Foka. C'est un ancien étudiant du programme AI for Science. Et il est actuellement chercheur en doctorat au Centre for Epidemic Response and Innovation à Stellenbosch University en Afrique du Sud. Il est également ingénieur en Big Data et le Business Intelligence. Évidemment, son expertise se concentre sur l'application de l'intelligence artificielle à l'épidémiologie et à la modélisation des maladies bon, liées au climat, spécialement en Afrique. Pour connaître un peu mieux Carlin, on va revenir un tout petit peu dans son parcours. Alors, Carlin, il est né, enfin, il est originaire du Cameroun et évidemment, il est également né au Cameroun. Et il a toujours été animé par une curiosité des sciences et de la technologie. Après ses études en ingénierie et mathématiques, il a développé un fort intérêt pour l'analyse des données, de l'intelligence artificielle. Évidemment, il a poursuivi une spécialisation en big data et business intelligence au Maroc, avec l'ambition de transformer ses compétences en solutions concrètes pour relever les défis mondiaux. Et grâce donc à la bourse Google DeepMind, Carlin a rejoint AIMS Afrique du Sud dans la toute première cohorte du programme AI for Science. Donc, c'est vraiment un pilier de ce programme et il est la personne qu'il fallait pour nous parler en détail de cette bourse d'études. Et donc, ce programme a été, qui allie intelligence artificielle et sciences appliquées, a permis à Carlin d'explorer des domaines variés comme l'épidémiologie et la cosmologie, tout en travaillant aux côtés d'experts internationaux. Et donc, Carlin, comme on disait, sorry, ok, il est donc diplômé du programme AI for Science. Et il poursuit aujourd'hui donc son doctorat aux séries où il contribue activement à l'innovation de la réponse aux épidémies en Afrique. Son parcours en réalité illustre l'impact du programme AI for Science, on va dire comme ça là, et de l'importance en fait de l'IA dans la recherche scientifique. Et l'avantage, c'est qu'il est également investi dans le partage des connaissances, notamment en contribuant aux conférences. Donc, et aussi à des travaux dirigés au centre AIMS où il donne parfois des cours comme des give back. Nous sommes très heureux donc de recevoir Carlin aujourd'hui, dont le parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'intelligence artificielle appliquée à la science. Nous sommes très heureux de l'avoir et merci, Carlin, d'être parmi nous. Alors, Merci à toi.
Je vais passer la parole à Pérez qui va essayer de nous faire une petite introduction. Et ensuite, Colin prendra la parole pour nous parler en détail de ce programme AI for Science. Okay, okay. Hello, family. This is another episode of the study abroad program provided by SFO or brought to you by SFO, and it's a huge honor to welcome Kalen in our midst or to bring Kalen to you. I think I met Kalen on his just at the verge of him moving from Morocco to Stellenbosch. We had a very very interesting discussion. And I think by then he was thinking about is PhD really for me? He's a really intuitive person and I'll say conscientious. I mean, in addition to his interesting parcours, his dive into mathematics and AI and big data, like we said, this is the SFO platform. We bring to you just the best. We bring also those who made it through the difficulties that you feel are difficulties that are holding you back from your dreams. This is Carlin. He started in Cameroon, moved to Morocco, went to South Africa. Last week he said he was in Canada. I mean, that's the life. School is not really about what we see in Cameroon or some African countries. Sometimes school too might permit you to see different horizons, to have fully funded trips, to have fully funded programs, but you got to be smart. And today we brought Carlen to give us a few tips on how he did it, because we would like to say that it's your fault, but sometimes it's not your fault. Sometimes those who are succeeding know something that you do not. So I'm going to let it here for Carlen to continue. Carlen. Okay, thank you very much for the presentation. Merci à toi, Sandra. Je sais pas où tu espionnes pas à tes heures perdues ou bien comment tu sais que tu fais les trucs. Je sais pas comment tu fais ça, mais OK. Uh, sorry, I'm not used to this platform, so let me try to see how I can share my screen. Okay. Uh, Just unshare the button that is looking like upload. yes, and then I see entire screen. Okay, let me try this one. I think you can do entire screen so that now you can share each of the portions. Okay, now they want me to go into my system to allow Zoom to. So give me, sorry. No problem. See problems that non-tech savvy persons will never have. Mine, it's automatic. Once I go to Zoom, it goes. Nothing like give authorization. So they asked me to leave before coming back. So I Okay. okay. Yeah, Okay, so okay. Still fine. Okay, 1 minute. Okay. Alors, on va essayer d'attendre que l'invité se reconnecte à nouveau. Admit. Okay, admit. Yeah. Yes. Admitting. Good. I think we are good to go. Okay. We are good to go. Perfect. Okay. Yeah. You can now share your screen. Yes. Okay. Yeah. Okay, cool. Can you see my screen? Yes, we can. You can see. A lot of stuff on your screen too. Good session, so that's why. Okay. Let me just clear this. Okay, let's go. Oh, ok, bon, je vais faire la présentation en français. C'est mieux? Ok, ok, best. Je suis bien. Ok, pas de souci. Alors, comme Sandra et Pérez ont dit, je suis Carlin Foka. Je suis actuellement étudiant en mathématiques appliquées au Centre pour la recherche en épidémie et à l'Université Stellenbosch. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de la bourse AI for Science. Alors, ça, c'est juste un petit plan de la présentation. Donc, je vais brièvement parler de EMS. Je crois que Sandra a déjà empiété un peu le pas. Ensuite, je vais parler aussi brièvement de EMS Afrique du Sud et aussi bon, des deux différents masters qu'on trouve à EMS Afrique du Sud, c'est-à-dire le master en mathématiques
Euh, bon, je ne vais pas du tout m'attarder dessus, vu que le plus important, c'est le Master AI for Science. Et aussi, bon, avant de présenter le Master AI for Science, je vais présenter un peu Google DeepMind, qui est le sponsor officiel de la bourse, et bon, à peu près ce qu'ils font exactement, quoi. Alors, EMS, comme vous savez, c'est l'Institut africain des mathématiques, l'Institut africain des sciences mathématiques, qui a été créé en 2023 par le professeur Neil Turok, qui est toujours vivant parce que certaines personnes ont tendance à croire qu'il est décédé. Il est toujours en vie. Il travaille à l'université de Heidelberg, si je ne me trompe pas. Yeah, Heidelberg. Yeah. Yeah. Et EMS a 5 centres actuellement. Il y a un en Afrique du Sud, un au Cameroun, un au Sénégal, un au Ghana et un au Rwanda. Donc aujourd'hui, on va spécifiquement se focaliser sur EMS Afrique du Sud, qui est le tout premier centre de EMS. Alors, ça, ce sont quelques photos de EMS Afrique du Sud. Alors, c'est situé à Muizenberg, à Cape Town. Muizenberg est célèbre ici en Afrique du Sud pour sa plage et la montagne que vous voyez derrière. Bon, là, c'est l'ancien bâtiment de EMS. Aujourd'hui, ils ont donné de nouvelles couleurs à ce bâtiment-là. Donc, ça ressemble à celui-ci, ce qui est à gauche, vert. Donc, ce qui est en jaune, c'était l'ancienne couleur et en vert, c'est la nouvelle couleur. Bon côté, c'est que bon, MC est juste à côté de la plage, c'est entouré par la plage et la montagne. Donc, ceux qui aiment, je me dis quoi? Le Ok, hiking et le surf. exactement. Mais je pense qu'ils ont choisi cet emplacement surtout parce que, à cause du Local. stress. Non, le calme et le stress aussi qu'il cause aux enfants. Parce que quand parfois tu es là dans le bâtiment, tu fais toute une semaine dans le bâtiment sans sortir, bon, tu te dis, bon, il faut que tu ailles un peu Ouais. relaxer, quoi. Mhm. À EMS, donc, il y a 2 masters. Il y a dans le master en mathématiques, en sciences mathématiques. Il y a le master AI for Science qui est ouvert depuis 2023. Et donc, je fais partie de la toute première cohorte, comme Sandra l'a mentionné. EMS Afrique du Sud offre aussi un Bachelor of Science en biostatistique, mais il ne lance pas le master chaque année. Donc, du coup, je ne peux pas donner beaucoup d'informations sur comment est-ce que ça se passe. Mais en ce qui concerne les 2 masters, il y a le master en sciences mathématiques qui est financé par Mastercard Foundation et le master en Mhm. AI for Science qui est financé par Google DeepMind. Google. Yeah. Si on veut parler de Google DeepMind a été créé en 2010 par Demis Abassis et d'autres personnes. Génial. Il faut savoir qu'à la base, il ne s'appelait pas Google DeepMind, mais il s'appelait plutôt DeepMind Technologies. C'est en 2014 que Google les a rachetés et ils sont passés avec le logo Google DeepMind. Donc, et eux, leur recherche se focalise uniquement sur l'intelligence artificielle. Dans tous les, OK. que ce soit dans le domaine de la santé, du climat, de la science, ils font tout genre de recherche en intelligence artificielle. Quelques objectifs qu'ils ont pu atteindre, mais quelques projets qu'ils ont réalisés. Il y a AlphaGo, qui a été réalisé en 2016. C'était le premier modèle d'intelligence artificielle à avoir battu un champion du monde au jeu de Go. Cheers. OK. Il y a aussi AlphaFold, qui a résolu beaucoup de problèmes en termes de, sur le plan d'harmonisation des protéines, des molécules de protéines et tout. AlphaZero, qui est pour les échecs, le jeu d'échecs. Il y a Gato, qui est beaucoup plus récent. Donc ça c'est pour ce qui est de Google DeepMind. Il faut savoir que Google DeepMind offre plusieurs bourses. Il n'y a pas que la bourse de EMS. Et d'ailleurs, si on veut faire un petit break, on peut ouvrir la page pour pouvoir vous montrer les différentes bourses qu'ils offrent. Donc, ils offrent des bourses, que ce soit partout dans le monde, sur toute la planète, que ce soit des bourses de doctorat, postdoc, master. Il y a à peu près partout. Vous voyez les pays couverts, les continents couverts, il y a en Afrique. En Afrique, il y a 3. Il y a 2 à Stellenbosch. Il y a trois en Afrique du Sud, 2 à Cape Town et 1 à Johannesburg. Parce que vous voyez, Witwatersrand, Good en Afrique du question. Sud. Vous voyez, That's Stellenbosch fun. est ici. Et il y a celui de EMS. Il y a OK. aussi celui de Makerere University en Ouganda. Uganda. Et il y a d'autres en Europe. Dans presque tous les pays d'Europe, là, il y a beaucoup de bourses. En Turquie, au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine aussi, ils offrent des bourses. Donc, il n'y a pas que le programme AI for Science qui est en Afrique du Sud, qui est financé par Google DeepMind. Donc, du coup, c'est une petite parenthèse, mais j'invite aussi d'autres personnes, les personnes qui nous écoutent à aller jeter un coup d'œil parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas parce que c'est en Europe qu'il y a seulement les Européens qui peuvent y postuler, quoi. Donc, tu peux être africain et tu postules pour une bourse Google DeepMind pour aller peut-être au Canada ou en France.
C'était pour ce qui était de Google DeepMind. Bon, j'ai mis le lien au niveau des slides au cas où j'aurais à partager des slides si les gens veulent y accéder. Donc, parmi les masters ou bien les les nombreux programmes financés par Google DeepMind, on a effectivement le Master AI for Science en Afrique du Sud, qui est ouvert depuis 2023. Pour le moment, le financement est octroyé pour 4 ans. Ils vont voir si le programme est un succès, ils vont probablement le renouveler, je suppose. Alors, c'est un programme d'un an, un peu, pas exactement un an, mais on va dire environ 10 à 11 mois pour passer en Afrique du Sud. Et chaque année, ils prennent 40 étudiants à travers l'Afrique. Et le taux d'admission est assez sélectif parce que, si je me souviens bien, le directeur de EMS Afrique du Sud nous avait dit que quand on a postulé, on était environ 2500 voire 3000 personnes à postuler. Pour 40 places, ça fait environ 1% de chance d'être sélectionné. Donc, c'est assez sélectif quand même. Le programme se concentre spécifiquement sur l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la science, la Tu peux, biologie. tu peux mettre un peu un écran. Oh, désolé, j'ai oublié que j'étais plus en... Ok, cool. Merci. Donc, du coup, je suis en train de dire que le programme se focalise sur l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la science en général. On a la biologie, on a l'épidémiologie, on a l'astronomie. Concernant ce programme AI for Science, c'est vrai que les principaux secteurs de la science qui sont touchés, c'est directement la biologie, l'épidémiologie, l'astronomie. Mais tout étudiant qui vient à EMS, qui participe au programme, peut facilement s'orienter vers la direction qui l'intéresse, ou bien qui lui fait le plus plaisir. Par exemple, il y a des gens qui ont fait des projets en finance, des gens qui ont fait des projets en développement de jeux vidéo, dans l'application de l'intelligence artificielle pour les jeux vidéo, des choses comme ça. Donc, et il faut c'est juste vous dire que bon, ça regroupe tout ça. Il y a la base qui est là, mais tu peux faire d'autres choses, quoi. Et aussi, bon, ça a été désigné pour pouvoir former les prochains chercheurs africains dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, Comment est-ce que le master est organisé? Alors, le master est organisé en 3 phases, si on peut dire ça comme ça. Et la première phase, vous allez suivre des cours. Je pense que ça suit le programme de tout master à EMS. Il y a la partie d'abord des skills course, où environ vous suivez 7 cours pendant environ 10 semaines. Et je pense que si je ne me trompe pas, c'est 3 semaines de cours. Pendant 3 semaines, vous suivez 2 cours en parallèle. Je ne sais pas si c'est le cas partout dans tous les centres de EMS, mais en Afrique du Sud, c'est le cas. Après avoir passé la phase c'est-à-dire valider les 7 cours, ce qu'ils appellent skills cours, dans le cadre du Master AI for Science, par exemple, les cours ici peuvent être l'introduction au machine learning, l'introduction à l'inférence bayésienne, ce genre de choses. Et les advanced courses, c'est environ c'est 3 blocs, qu'est-ce que je veux dire? C'est environ 6 semaines. Mais et les blocs sont organisés toujours, c'est par bloc de 3 semaines, comme je disais tantôt. Et là, on a la possibilité de choisir 11 cours parmi 18. Donc, je pense que je peux aussi faire un petit break pour venir sur la page de EMS. Donc, voici par exemple Bon, je vais prendre mon année. Donc, la première année, voici les cours qu'on avait eus. Ça c'était par exemple les skills course, mathematical problem solving. Je crois que ça, c'est un must dans tous les centres de EMS. Il y a l'introduction au machine learning, il y a l'application machine learning, il y a la physique pour machine learning, computer vision, statistical inference. Mais le bon côté, c'est que chaque année, il change. C'est-à-dire que le programme n'est pas standard et fixe. Donc, par exemple, si on va sur l'année 2000, c'est-à-dire la deuxième cohorte, vous allez voir que le programme est à peu près un peu différent. C'est vrai qu'il y a des cours qui se répètent, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et juste pour vous montrer un exemple de cours de spécialisation, par exemple, on a le AI for Climate Change, ce n'est pas tout le monde qui va choisir ça. On a le AI for Public Health, on a Fluid Dynamics, ça c'est aussi optionnel. Bon, ça c'est un skills course, CUDA programming for GPUs. Tout ça c'est disponible sur la plateforme du site. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, j'ai mis le lien. Vous pouvez simplement aller, bon, je vais dire quoi, vous diriger vers là pour avoir plus d'informations. Et après avoir suivi ces 2 phases de cours, vient enfin le projet de recherche. Le projet de recherche qui dure environ 2 mois, 2 à 3 mois. Ils sont en train d'essayer de l'étendre sur 4, 5 mois. Je pense que peut-être pour les prochains masters, les prochaines cohortes.
Et c'est justement cette partie-ci, quand on parle AI for Science, c'est cette partie-ci qu'on voit vraiment la partie science parce que c'est ici que l'étudiant choisit donc, avec quelle direction il va appliquer ses connaissances qu'il a acquises, quoi. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, on a la possibilité de faire des trucs en épidémiologie, en biologie, en finance. Bref, si l'étudiant a un domaine spécifique qui l'intéresse, l'école est cassée. Et tant s'il a déjà aussi, il veut dire quoi, un superviseur pour le superviser pour son projet, c'est tant mieux. Mais sinon, l'école fait quand même assez d'efforts. On va dire quoi, le directeur a un sacré portefeuille, un sacré carnet d'adresses, je vais dire, pour pouvoir contacter. Il connaît beaucoup de personnes. Donc, du coup, presque tout le monde fait toujours ce qui l'intéresse en réalité. C'est-à-dire quoi, si tu as un projet qui t'intéresse particulièrement, tu en parles au directeur académique, il va se charger de trouver un superviseur. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la structure générale du projet, du programme, je veux dire. Les partenariats. Alors, il faut savoir que quand on vient à EMS Afrique du Sud, on aura un diplôme, diplôme de master qu'on obtient provient de l'une des trois universités qui est citée également et qui est citée là. Donc, c'est soit un diplôme de Stellenbosch, soit un diplôme de l'université de Western Cape, soit un diplôme de l'université de Cape Town. Donc, là, malheureusement, il n'y a pas de choix. Je veux dire quoi, on n'a pas la possibilité de choisir nous-mêmes. On est attribué à une université de manière, je ne sais pas sur quelle base est-ce qu'ils répartissent les étudiants entre ces trois universités. Mais le bon côté, c'est que ces universités sont parmi les top 10 des universités en Afrique. Donc, du coup, avoir un master, n'importe laquelle parmi ces universités, c'est déjà un gros avantage. Alors, le programme aussi, comme je disais tantôt, pour ce qui est des projets, le programme a des partenaires spécifiques qui prennent sur eux d'encadrer certains étudiants. Par exemple, dans mon cas, j'ai été encadré par le centre CERI, que vous voyez ici, le Centre pour la recherche en épidémiologie. Il y a aussi le programme SKE, c'est ceux qui font pour la radioastronomie. Et on a SACEMA qui fait de l'épidémiologie, on va dire, là, pas proprement parler, quoi, la vraie épidémiologie, parce qu'à Syrie, on fait beaucoup plus de l'épidémiologie génomique, comme j'ai essayé d'expliquer précédemment à Sandra. À Syrie, ils font l'épidémiologie un peu plus générale. Pour ceux qui se posent la question de savoir c'est quoi la différence entre les deux, l'épidémiologie génomique, on utilise beaucoup plus les données ADN, les séquences d'ADN et des choses comme ça pour pouvoir étudier les maladies. Donc, ça, c'est pour ce qui est des partenaires, des partenariats de M. C'est-à-dire quoi? Donc, chaque année, il y a des étudiants qui sont envoyés dans ces entreprises, mais dans ces centres de recherche-ci, pour pouvoir faire leur projet de recherche avec eux, en partenariat avec eux. Alors, maintenant, si on parle des bénéfices de la bourse, alors le premier bénéfice qui nous intéresse le plus, c'est l'argent. Alors, la bourse est totalement financée, vous n'avez absolument rien à payer. C'est-à-dire, le billet d'avion est couvert, le logement est couvert, la nourriture, et vous avez en plus de cela, à la fin du mois, un stipend que vous avez remis afin de pouvoir gérer vos problèmes personnels, je veux dire. Il y a aussi une assurance maladie qui est aussi là. Euh, un plus, comparé aux autres bourses de M, c'est que spécifiquement, et ça c'est un truc qui est particulier aux bourses Google DeepMind, c'est que vous êtes, une fois que vous êtes accepté pour une bourse Google DeepMind, vous avez directement un mentor qui vous est associé. C'est-à-dire qu'un mentor qui sera là pour vous encadrer pendant toute la durée du programme. Et le mentor en question, vous pouvez lui poser toutes les questions relatives à, je sais pas, à vos inquiétudes, comment trouver du boulot, que ce soit au niveau même de faire le CV et tout. Dans mon cas, par exemple, j'ai eu la chance, mon mentor était très compréhensif. On a carrément pu travailler sur un projet ensemble et on est sur le point de le finaliser. Donc ça, c'est un très gros avantage, je dirais, le mentorship, que les autres programmes de EMS n'ont pas nécessairement. Un autre avantage, c'est la compétitivité. La chance qu'on a avec ce programme, c'est que le directeur de EMS, Afrique du Sud, qui est d'ailleurs derrière, à l'origine de l'ouverture de ce programme, travaille à Google DeepMind. Donc, c'est-à-dire que c'est un directeur et c'est un des directeurs de Google DeepMind. Du coup, comme je disais tantôt, son cahier d'adresse est assez large et il fait donc appel à, on va dire, le top du top en ce qui concerne les chercheurs ou bien les enseignants qui viennent à EMS pour le master. Par exemple, ce n'est pas ceux qui connaissent un peu le domaine de l'IA, ils connaissent Max Welling, qui est le co-créateur de ce qu'on appelle le Variational Autoencoder, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, c'est ce genre de chercheur-là qui vous donne cours et tout. Et l'autre côté, c'est que le directeur étant lui-même un expert en intelligence artificielle, il connaît exactement, je veux dire quoi, la structure des meilleurs masters en intelligence artificielle dans le monde. Donc, du coup, les cours que vous allez suivre à EMS pour ce master-ci, c'est comparable aux cours que, c'est pas les gars du MIT qui suivent en termes de qualité, en termes de contenu.
Donc, ça, c'est un très gros avantage également. Et le dernier avantage, pour moi, c'est le networking. Une fois de plus, vous rencontrez tellement de personnes à EMS, que ce soit des enseignants qui viennent de partout dans le monde, des séminaires qui sont organisés à EMS, même des étudiants qui viennent de partout en Afrique. C'est fou, quoi. En termes de, je dis quoi, là, vraiment, le networking, c'est vraiment une chance unique de pouvoir se faire beaucoup de connexions. Alors, maintenant, comment postuler à la bourse? Alors, d'abord, pour être éligible, il faut être résident en Afrique au moment de l'application, au moment où tu peux postuler. Ensuite, il faut être citoyen d'un pays africain, peu importe le pays. Et il faut avoir ce qu'ils appellent le honors ici, c'est-à-dire un bac plus 4. C'est-à-dire dans le système francophone, je crois que les anglophones, le bachelor, c'est en général, c'est 4 ans. Ou alors c'est 3 ans avec le honors, ça fait 4 ans, on appelle ça bachelor. Mais pour notre système francophone, nous, c'est licence, master, doctorat. Bac plus 4, il faut avoir le master 1 pour pouvoir être admis. Sinon, malheureusement, ce ne sera pas possible. Et une autre chose que je trouve aussi assez intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir bénéficié d'une bourse de EMS au préalable. Je pense qu'ils font ça à cause d'un master spécifique dont je n'ai pas envie de peut-être dire le nom ici, de EMS, qui, on a remarqué, prenait assez beaucoup d'anciens étudiants de EMS, quoi. Donc, du coup, notre directeur, quand il a vu ça, il s'est dit, mais ça ne vaut pas la peine de vous ouvrir un master et puis vous reprenez encore les mêmes produits d'autres centres de EMS, ça ne donne pas la même opportunité aux autres étudiants sur le continent, quoi. Donc, du coup, si tu as déjà bénéficié d'une bourse de EMS, malheureusement, tu ne seras pas éligible. Bon, comme Sandra l'a précisé, ici, quand on parle de bachelor, par exemple, en mathématiques, ce n'est pas forcément seulement les mathématiques, ça peut être la physique, la chimie, même la biologie. Je pense qu'on avait même carrément quelqu'un, dans ma cohorte, il y a quelqu'un qui a carrément fait géologie. C'est-à-dire que tant que ton programme a une très forte connotation mathématique ou alors programmation, tu es la bienvenue pour pouvoir postuler. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'éligibilité. Maintenant, le processus pour postuler. Alors, pour postuler, ça se passe en deux phases. La première phase, c'est en ligne, où tu dois charger des informations telles que ton CV, une lettre de motivation. Et le plus intéressant pour ce master, une fois de plus, c'est la partie mathématique et le codage. Moi, je trouve que ceci, c'est un très gros avantage parce que pour ce programme spécifiquement, ce n'est pas forcément les notes qui comptent uniquement au niveau de la sélection. C'est-à-dire, je sais qu'il y a parfois des gens qui viennent, surtout ceux qui viennent de l'université Yaoundé 1, qui sont assez performants, mais qui, sur le relevé de notes, n'ont pas de très grandes notes. Vraiment, c'est la chance pour vous de montrer ce que vous valez, c'est la chance pour vous de montrer que vous connaissez ce que vous faites. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils donnent suffisamment de temps pour pouvoir postuler. Donc, au niveau du problème mathématique et de codage, on vous donne des exercices sérieux, coriaces, mathématiques, il faut le dire. Et d'ailleurs, il précise sur le site web que une application tardive ne peut pas passer. C'est-à-dire quoi, si tu attends la dernière minute pour postuler, tu vas pas t'en sortir parce que les programmes de mathématiques, c'est beaucoup trop dense. Donc, il y a une partie en ligne où vous avez des questions-réponses. Il y a une autre partie où vous devez carrément écrire et faire des scans de ce que vous avez fait et leur envoyer. Le plus important, ce n'est pas de trouver ce que vous faites, d'avoir la réponse exacte, mais ils veulent beaucoup plus voir le raisonnement, comment est-ce que tu raisonnes sur les problèmes et tout. Donc, et ensuite, il y a aussi le codage. Là aussi, il y aura un problème de codage spécifique qu'ils vont vous envoyer et à la fin duquel vous devez carrément envoyer le fichier Python. C'est quoi, le code source qui vous a permis de résoudre le problème en question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a ChatGPT et tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la seconde phase, c'est dans une interview. C'est dans l'interview. À notre époque, ils avaient mis une phase intermédiaire où on était censé faire un test de mathématiques en ligne. C'est-à-dire après la phase où on envoie les tests, on était censé faire un test de mathématiques en ligne, mais la dernière, ils ont supprimé et depuis, ils n'ont plus jamais remis cette troisième étape, cette étape intermédiaire, je vais le dire comme ça. Du coup, durant l'interview, c'est le moment pour eux de checker un peu ce que tu as fait, si c'est vrai, si c'est réellement toi qui a soumis les réponses que tu as soumises, ainsi de suite. Je dirais que c'est très important pour certaines personnes, je vais dire quoi, de bien faire la partie mathématique parce que des gens pourraient croire que parce qu'on donne la possibilité de prendre ton temps et de rédiger le problème, ça veut dire que tu peux aller voir n'importe qui va faire l'exercice pour toi et envoyer quoi. Dès lors qu'ils soupçonnent que tu n'as pas
Tu dis quoi? Que ce n'est pas toi qui as fait le travail en question, ils vont te renvoyer. D'ailleurs, on a eu un cas comme ça, malheureusement, d'un camarade qui a été renvoyé parce que, voilà, à tort ou à raison, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on l'a renvoyé à cause, sous prétexte que, bon, voilà, il soupçonnait qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour pouvoir suivre le programme. Donc, il est très important que chacun, même si quelqu'un, tu as reçu de l'aide de la part de quelqu'un, rassure-toi que tu comprends très bien ce que tu écris. Alors, les dates importantes, en général, le programme est lancé, il lance le programme environ en décembre, entre novembre et décembre de chaque année. Et l'application, le deadline, c'est en général vers mars. Je crois que pour cette année-ci, la date limite, c'est environ, c'est le 21 mars ou un truc comme ça. Ça peut aussi parfois aller jusqu'en avril, dépendamment du moment auquel ils ont lancé. Les interviews ont souvent lieu en mai, juin et le programme commence à proprement parler en septembre. Alors, c'était tout ce que j'avais à présenter concernant la bourse. Merci pour votre attention. Wow, merci beaucoup, Colin, pour cette brillante présentation avec les détails même que j'ai beaucoup appris en fait en t'écoutant. Donc peut-être on va passer donc à la séance des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question à poser à Carlin, levez juste la petite main, je vais vous donner la parole. Ou alors vous écrivez votre message dans le chat. Pérez et moi, on va se charger de relayer. Et peut-être en attendant la question, Pérez a certainement des questions à poser. Because you have a question for Callum or not? Or I'm, everything is s- clear. Probably everything is clear. I'm still trying to digest what is happening. It looks like it's a difficult scholarship. Looks like it's a tough one. Euh, je dirais que l'admission, une fois de plus, c'est assez compliqué. Pas que c'est compliqué, mais je dirais que c'est sélectif parce que, voilà, on prend très peu de personnes. Mais une fois de plus, comme je disais tantôt, c'est la chance. Parce qu'on sait, on sait que pour ce genre de bourse, par exemple, si peut-être tu veux pousser la bourse de Google DeepMind, c'est pas au Canada ou en France, ils vont uniquement se baser sur tes performances académiques. Ça veut dire que si tu n'as pas très bien performé à un moment donné de ton parcours académique, tu payes quoi? Et autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que pour ce programme-ci, ils ne veulent pas de lettres de recommandation. C'est-à-dire, ils ne veulent Oh, absolument pas. Ouais. Parce qu'ils ils supposent que, par exemple, toi, tu viens peut-être de ton université, dans ton village, dans ton pays, où tu ne connais pas de grands profs. Celui qui a eu la chance de fréquenter, peut-être comme ici à Stellenbosch, par exemple, il y a de très grands profs ici à Stellenbosch qui ont fait le MIT et tout. Du coup, un gars qui a fait Stellenbosch, par exemple, qui postule à cette bourse, il aura peut-être la recommandation d'un professeur du MIT, ça pèse déjà dans le truc, quoi. Donc, du coup, eux, ce qui les intéresse, c'est de voir tes compétences, tes capacités, ce que tu es capable de faire. Je trouve que c'est une chance vraiment qui donne à tout le monde, quoi, de pouvoir s'exprimer concrètement. ouais. Ouais. Mhm. Et donc, bon, j'ai une question qui m'intéresse au niveau de l'après, par exemple. Bon, peut-être tu Mm. vas essayer de prendre ton cas et aussi peut-être le cas de certains de tes camarades. Après avoir terminé le programme de AI for Science, Mhm. euh, quelles sont les opportunités, par exemple, qui s'offrent à vous? Peut-être comparé aux étudiants qui ont fait uniquement AIMS. Bon, quand je dis uniquement, on se comprend peut-être avec justement Ouais, parce je que comprends. Google DeepMind apporte le plus justement dans cette bourse-ci. Donc, quel est un peu que deviennent les alumni? Ouais. Déjà, je vais commencer par dire que rien qu'à voir le logo Google DeepMind Scholar, ça change beaucoup de choses. Non, je dis la vérité. Avant d'avoir ça sur mon profil LinkedIn, quand tu vois les vues de mon profil, c'était peut-être une vue, deux vues. Mais depuis que j'ai mis Google DeepMind Alumni ou Google DeepMind Scholar, c'est-à-dire, c'est très vendeur. Rien que ça, déjà, ça te met déjà à un certain niveau en termes de visibilité. Bon, maintenant, ce qui concerne les opportunités concrètes, je peux parler pour ceux qui est de ma cohorte, presque tout le monde a eu quelque chose, presque tout Wow. le monde. Et pas seulement sur le plan académique, parce que le véritable problème, c'est que en général, à EMS, on a l'impression que ceux qui passent à EMS finissent seulement en PhD et ainsi de suite. Non. J'ai des camarades de classe j'ai un ami qui travaille en Espagne aujourd'hui. Il s'est fait recruter immédiatement après l'école. Avant même qu'on ne finisse, il avait déjà été recruté. Mhm. J'ai un autre qui travaille également à Instadeep. Je ne sais pas si vous connaissez Instadeep. C'est un peu, on va dire, l'équivalent de Google DeepMind Instagram. africain. Oui, Okay. Instadeep, ils font un peu de la recherche en intelligence artificielle, Okay. beaucoup, beaucoup plus orienté en épidémiologie. Je pense qu'il y a un Instadeep
au Maroc, soit c'est au Maroc, soit c'est en Tunisie, si je ne suis pas sûr. Il y a un en Afrique du Sud et un autre au Rwanda, à Kigali. Effectivement, il y en a qui ont eu des bourses de doctorat. C'est vrai qu'il faut le plus la majorité. Bourses de doctorat comme moi d'ailleurs. Mm. J'ai eu une bourse de doctorat parce que j'ai postulé à j'ai dit quoi, mon centre de recherche. Après avoir fait mon projet de recherche avec eux, ils m'ont encouragé à postuler à une des offres qu'ils lançaient. D'autant parce qu'ils voulaient intégrer une composante intelligence artificielle, donc c'était tout bénef. Je peux dire que j'ai eu la chance parce que mon superviseur me connaissait déjà quand même, donc en partant Ouais, postuler, il y avait déjà quand même cette on va dire, assurance. oui, ce petit coup de pouce là qu'on va dire, mais qui restait quand même très léger parce qu'ils m'ont fait passer par toutes les étapes. Bien sûr, il faut être sûr que tu es le bon élément. Ouais, ouais, donc du coup, ils nous ont pris deux, parce que nous sommes deux qui venons du programme ici, programme AI for Science, actuellement ici à Syrie. Ouais. Donc je pense qu'en termes d'opportunités, quand même, que ce soit sur le plan académique, sur le plan professionnel, surtout parce que c'est ce qui change aussi je dis quoi, la différence avec les programmes traditionnels d'EM, c'est que c'est un truc très pratique. Donc du coup, c'est pas forcément des mathématiques théoriques que vous allez écrire au tableau et tout, puisque c'est de l'IA. Donc du coup, vous codez, vous résolvez des problèmes concrets, quoi. Très vendeur. Ouais. Waouh. Donc, comme c'est un peu... Moi, j'ai regardé le admission process. Hmm. C'est plus rude sur le admission même. Je pense que le admission peut être plus rude que le programme même. Qu'est-ce que toi, tu vas conseiller à un petit qui veut postuler et il regarde d'abord, ça commence par mettre un nom, mettre ceci, mettre un CV, ok. Les autres là, c'est facile. Ah, faire l'équation mathématique, faire le code de Python. Tu vois un peu. Bon, Du ouais, genre conseil pour robuster une personne qui, c'est pas toujours facile. Je pense déjà, que c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont fait ça comme ça. Comme ça, on commence à réduire d'abord le nombre de personnes qui vont essayer. Parce que quand il n'y a pas de bourse, il y a peu de bourses quand on te demande que tu fais une équation mathématique. Moi, je connais le fellowship où on a dit envoie-moi ton code ou envoie-moi ton GitHub. Les hmm. trucs comme ça, tu vois, quelqu'un ne postule même pas. Parce que je t'envoie mon GitHub comment? Donc, est-ce que tu as les conseils pour un petit peut-être? Déjà, je vais d'abord dire, le premier conseil serait de se dire que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Camerounais ici, mais au Cameroun, on a la mentalité de que on peut, comme on dit, si et tout, c'est que je peux. Donc, déjà, on peut tout faire dans la vie. Il ne faut pas se limiter déjà par rapport à ton background. Par exemple, Sandra, qui me connaît un peu mieux, je pense qu'on a fait, on vient de la fac ensemble, elle connaît à peu près bien mon parcours et les différentes difficultés auxquelles j'ai dû faire face à un moment donné. C'est-à-dire que si tu pars déjà perdant par rapport à quelque chose, ça ne vaut pas la peine, quoi. Et maintenant, une fois de plus, je ne vois pas ce programme-ci comme étant, le fait qu'il demande des équations mathématiques comme étant des avantages. Une fois, je le dis encore, c'est un avantage concrètement. Parce que si tu as de bonnes notes et que tu comprends ce que tu fais, c'est tout bénéf pour toi. Parce que tu as de bonnes notes déjà. En plus, tu connais, tu comprends bien ce que tu fais. Donc, tu auras la capacité de résoudre les problèmes mathématiques en question et de codage. Mais si tu n'as pas de bonnes notes et que tu comprends ce que tu fais encore, c'est encore mieux pour toi. Tu as au moins l'opportunité, au moins que, OK, voilà, ces gars, ils vont lire ce que j'ai fait. Et puis, je dirais que l'admission repose à 70% sur le test de mathématiques et de codage. C'est-à-dire, celui qui passe bien ce test-là a l'assurance qu'il va être sélectionné. Les trucs comme le CV et les notes, c'est beaucoup plus peut-être pour départager certains candidats et tout. Ou alors pour voir si tu as le niveau pour suivre la formation. Mais ce qui dit Mhm. vraiment ton admission, c'est les tests de mathématiques et de codage. Donc, du coup, moi, j'encouragerais beaucoup toutes les personnes qui veulent postuler à se préparer sérieusement pour ça. Et je pense que dans une des slides, j'ai mis ce que les épreuves de mathématiques couvrent. C'est de l'analyse, de l'algèbre linéaire, des statistiques, des probabilités, surtout la théorie des probabilités. Parce que je me rappelle, quand nous, on a postulé, il y avait les exercices à remettre, il y avait carrément sur 7 exercices, il y avait environ 4 exercices qui étaient des exercices de probabilité. Donc, se rassurer qu'on maîtrise ces fondamentaux-là et ensuite aussi le codage Python. Et Donc, ça, maintenant, par rapport à la langue, like the language, ça n'impacte pas. Because you yeah, can get in, there are two things, and sometimes we get confused. The first thing is to get in. yeah. That's true. But once you are in, you can get in and you get into real trouble.
Like language could really be a Yes. barrier. Yes. What you're saying is true. Language might be a problem for some people, and most of the children, like from the French part, French speaker, when they arrive there, they have difficulty to explain themselves and to like also understand what the teacher is saying. Yeah. I had that problem as well. I was a bit lucky because before moving to South Africa, I was following some online courses. So I was able to listening what people were saying, but speaking was not like that great. Now my speaking now has improved because I've been here for a year now. So I've been talking with a lot of people. But I don't think it's really a barrier because there they understand that not everyone can speak English. You see? So even the teachers, when they arrived there, they told them, okay, look, not everyone here is like a native English speaker. So go easy on them and try to like me go easy exactly. Yeah. Yeah. So I it might be understand. tough. It might be tough at the beginning, but with time, I think you'll be accommodate yourself and yeah, and feel more comfortable. Ok. Bon, il y a une question du chat que je vais prendre. Donc, bonsoir. Merci pour cette magnifique présentation. Si dans mon parcours, j'ai pas suivi une formation en programmation, notamment en Python, en Python, comme la plupart des programmes dans les universités, et que j'aimerais postuler, que peux-tu nous conseiller? Ok. Déjà, il faut savoir que ils mettent la condition codage en Python parce que le machine learning, ça se fait en Python, quoi. C'est-à-dire, si tu vas prendre le machine learning, tu ne peux pas faire autrement que ça avec Python, quoi. Mais ce n'est pas une histoire où ils exigent que tu aies suivi des cours de programmation en Python. Ça veut dire que, par exemple, comme j'ai dit précédemment, ils lancent l'admission à environ vers, on va dire, décembre, novembre, décembre, janvier. Et ça se ferme loin en mars. Donc, tu as environ 3 à 4 mois pour te préparer, quoi. Et Python, ce n'est pas un langage de programmation difficile à apprendre. Je pense même en une, 2 semaines, voire un mois si tu es un peu lent. Tu peux avoir les rudiments de Python et résoudre un problème, quoi. Et il faut savoir que le codage, ce n'est pas nécessairement taper, parce que avant de taper un langage, il faut d'abord raisonner, il faut d'abord comprendre le problème, trouver la solution au problème. C'est juste le langage Python, c'est juste pour transmettre, quoi, translate, bien transcrire la solution du problème au problème, quoi. Donc, du coup, tu as largement le temps de te familiariser avec Python avant de postuler. Ce n'est pas une barrière. Ok. Et donc la même personne pose le second volet de sa question, c'est peux-tu nous faire part de ton expérience avec la langue anglaise pour ceux qui sont purement francophones? Je crois que tu l'as déjà dit. Et là maintenant la question est importante, dans quelle langue se passe l'interview? Voilà. Je prends d'abord le deuxième, la fin. Oui. L'interview se passe en anglais, mais lorsqu'il vous envoie la lettre d'admission ou alors d'invitation à l'interview, il précise que si vous n'êtes pas anglophone, que vous avez la possibilité de demander d'avoir un locuteur francophone lors de l'interview. C'est-à-dire que donc, durant l'interview, il y a des personnes à EMS Afrique du Sud qui parlent français. D'ailleurs, la directrice académique de EMS Afrique du Sud actuellement, c'est une Française, donc canadienne déjà, mais d'origine française. Donc, durant l'interview, si tu t'exprimes pas bien en anglais, il y aura cette personne qui sera là. Tu vas la poser de t'exprimer en français et la personne va traduire. Et pour en revenir au premier volet, savoir comment moi j'ai fait. Ouais. Déjà, j'ai jamais suivi de cours d'anglais à proprement parler. Il faut que je sois honnête. À part des trucs qu'on faisait qu'on fait au Cameroun avec les present continuous tests chaque année. Donc, là, comme il disait, quand je suis arrivé au Maroc, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai suivi beaucoup de formations en ligne. C'est-à-dire toutes les formations gratuites que vous pouvez imaginer, que ce soit sur Coursera, WorldQuant, j'ai suivi tout ça. À un moment donné, même des gens qui se disaient, qu'est-ce que celui-ci fait tout le temps à faire des cours en ligne, quoi. C'est là où je me suis familiarisé vraiment avec l'anglais, surtout au niveau de l'écoute, parce que au niveau de l'expression orale, c'était pas trop ça, mais je pense que le fait d'être au moins capable d'entendre ce qu'on te dit et de Mm. comprendre ce qui est en train d'être dit, c'est déjà un gros avantage. Mhm. Et pour ce qui est de parler, franchement, ça vient avec la pratique. C'est-à-dire que même actuellement, je ne peux pas dire que je suis fluent, vraiment fluent en anglais. J'apprends toujours. Il y a des moments où je bug, surtout quand je suis fatigué là. Je sais même plus ce Ouais. que je fais en anglais, tu vois. Donc, du coup, il faut juste et ne pas avoir honte de s'exprimer parce que nous, les francophones, on a aussi le problème là. Ah, C'est un réel problème pour nous. On a honte de s'exprimer, de faire des erreurs, de faire des fautes. Donc, il ne faut pas avoir honte quand tu es en train d'apprendre. Donc, je pense que ça peut être ça ma réponse, quoi.
Ok, une autre question là de Aneva, c'est une autre personne. Il y a aussi des cours en anglais, ça c'est la question qu'elle pose. Est-ce qu'il y a des cours en anglais le long de la formation, comme dans le master structuré de EMS classique? Oui, j'ai oublié de mentionner ça, effectivement. Pour ceux qui viennent d'arriver, une fois que vous arrivez à EMS Afrique du Sud, on vous fait passer un test d'anglais pour voir à peu près quel est votre niveau d'anglais. Et à partir de là, on vous sépare en plusieurs groupes. Vous allez tout au long de l'année suivre des cours d'anglais pour essayer de vous exprimer mieux. Ça, c'est effectivement un volet que j'ai oublié. Merci pour la question. Ok. Une autre question, mais là, ça, c'est assez intéressante, comme la précédente. Est-ce que votre master ressemble-t-il enfin, la personne vous voit. Donc, est-ce que votre master ressemble-t-il au master COP de EMS Sénégal ou alors Cameroun, notamment avec la durée de la formation et une période pour le stage? Non, pas du tout. Ça, c'est comme le master EMS classique, c'est-à-dire 10 à 11 mois. Désolé. Donc, il n'y a pas de stage. Donc, du coup, comme je disais tantôt, le programme de ces trois phases, il y a la phase, bon, on va dire deux grosses phases. Il y a la phase des cours, il y a la phase du projet. Maintenant, par exemple, la part du projet, vous avez environ 2 à 3 mois pour terminer le projet, quoi. Ça commence en général vers mars, avril et jusqu'en juin. Vous avez en juin pour soumettre les projets et passer. Donc, c'est pas comme le coop où vous partez carrément faire 6 mois, si je ne me trompe pas, en entreprise avant de revenir. Pas les Ouais, PFE. ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Mhm. Ok. Euh, Prochaine question. Je crois qu'on a fait le tour, hein, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui aimeraient savoir. Ok, donc j'ai fait juste un peu de résumé, je parle un peu en anglais et puis on va voir s'il y a d'autres questions. OK. Okay. So for those that are English speakers, I'll always tell everyone that's around me, learning English is the best thing you can do, at least for now. Within our context, within this century, in the next 10 years, 20 years, I think learning English is the best thing you can do to your life. The Turks are going to say he who learns another language live is like living another life, and it's always welcome. Japanese also believe in the same thing. Learning another language, it's always a plus for you. But learning English in this generation is the best thing you can do. The name of the program is AIMS. It's already in English. That means we can mix everything. We can send it to Senegal. We can send it, but know that 80% of what you are going to be doing is going to be in English. If you are doing anything concerning programming, in anything, there's no major book in programming that's written in French or Arabic. Unfortunately, I would say. So learning English, it's your gateway. And if you're an English speaker, this is a program for you. Like those who are French speakers, yes, they have their challenges. I'm going to advise them, or Kaleng advises them to learn English, either directly or indirectly. For Kaleng's case, he learned English indirectly, follow courses. Because he was interested in a particular thing, he turned to learn English by force, not because he liked to learn English. In fact, if someone told him learn English, he's going to refuse. Of course, they tried in Cameroon and he did not learn, but he learned by force. And that's the truth about life. So sometimes you might not even learn the language directly through the class. You might take indirect route by learning a particular course that forces you. If you want to learn a particular thing and the thing is in English, you have to learn the English before learning the thing. So those are all ways of getting around it. And then the AIMS program, this AIMS DeepMind program is structured in such a way that there is a lot of time for you to practice. It opens in December and it closes maybe in March. So you have a lot of time. Even if there are difficult mathematical exercises, Kalen will still advise you, at least meet a friend to help you, but understand what that friend has done. Because there is a retool, there is an early match, you have fooled them once, they are coming for the second time to verify that this guy can do it. Why? Because they are giving you money for a particular job. The job is you should be able to do something. They want to be able to boast somewhere that we have produced scientists, we have produced researchers, we have produced innovators. So nobody wants to give their money to something that is going to come out zero. For example, if Kalan is top tomorrow, DeepMind is going to say our student did this and it's well written on their platform. In fact, that is the reason. So they owe themselves
because of the image that they want to uphold, to choose just the best. Your own job is to prove to them that you are the best, either by promoting your talents, language talents, coding talents, writing talent, speaking talents. This scholarship offers a possibility of, to everybody, no matter the grade, and which is an amazing thing, as Kalen is saying, no matter your grade, you can apply. They will look at your grade first of all. Did you have a degree? Seek. Did you solve the mathematical questions? Okay, he has a degree. Can he do it? If you have a degree and you have a 2 point something GPA, fine, no problem. But you can solve a mathematical question. They know, even themselves, they know. They know Einstein was not a first-class student, but he managed to come up with the theory of relativity, which means that if you are looking for innovators, sometimes it's not in the grade. Sometimes it's who can do it. So I don't know how we are going to cry for the average African to take things serious and to know that this is life and there are some things that are basic. Having good grades are good. Understanding what you are being taught is good. Learning English is one of the most important things you can do, even if you do not know the other ones. You can fool someone or you can be a translator. So I'm going to stop here. And if there's any question, if not, we can maybe close. Ok. Ok. Donc voilà, Pérez nous a très bien résumé cela en anglais et vraiment il faut suivre les conseils de Carlin sur cette bourse-ci et le processus et surtout le fait qu'il ne faut pas vous disqualifier déjà vous-même. Donc Carlin et moi on se connaît depuis longtemps. Euh, on connaît nos hauts et nos bas. Ouais. Donc, si nous sommes, enfin, s'il a pu arriver à ce niveau où il est actuellement ici en chercheur, donc bientôt déjà docteur, et peut-être il va continuer avec le professorat, selon, ça dépendra de lui. S'il a pu arriver à ce niveau, c'est parce que justement, il s'est accroché. Et peut-être une dernière question pour Carlin. Là, c'est une question maintenant assez, on va dire, j'ai envie d'avoir son point de vue assez objectif parce que c'est une question qui m'a beaucoup trottiné la tête. Je voudrais savoir, Carlin, si, selon toi, s'il y a des personnes qui n'ont pas un parcours assez sophistiqué, parce que ton parcours, il est vraiment assez fourni, on va dire ça comme ça. Parce que pour avoir été admis justement à Art for Science, s'il faut juste regarder ton parcours à toi, quelqu'un va commencer à être fatigué parce que tu as tellement fait. Donc, est-ce que pour toi, tu as rencontré des personnes dans le programme qui n'ont pas eu forcément ce parcours assez sophistiqué, comme tu as pu bénéficier de cela? Si oui, vous savez que c'est non possible pour tout le monde, en fait, entre guillemets. Il faut juste remplir peut-être les conditions de base. Sinon, qu'est-ce que tu conseilles à des personnes pour mieux booster, par exemple, leur candidature avant de postuler? Quels sont les conseils que tu peux donner? Peut-être est-ce qu'il faut faire des certifications? Est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça compte en fait? Bon, déjà, je dirais que dans mon programme, il y avait très peu de personnes qui avaient le parcours que moi. On était peut-être deux ou trois personnes. Parce que moi, comme tu l'as dit précédemment, je me suis beaucoup cherché à un moment donné. J'ai même fait une formation en assurance à l'IA, comme tu le sais, en parallèle que j'étais en mathématiques. Parce que j'ai commencé en mathématiques, la licence en mathématiques, j'ai la licence en mathématiques. En parallèle, je faisais l'IA, les assurances. Ouais. Après ça, je suis parti au Maroc faire Big Data. Après, maintenant, je suis allé faire l'intelligence artificielle. Maintenant, je fais. Donc, du coup, il y a très peu de personnes qui ont un parcours comme le mien. Mais, par exemple, celui avec qui je suis ici, il a un parcours similaire au mien. C'est un gars qui a commencé en mathématiques. Après, il est parti en physique. Ok. Ici, il est malgache. Après, il est parti en physique. Après, ensuite, il a été admis à EMS pour enfin venir maintenant travailler en épidémiologie. Vous voyez que c'est aussi un parcours complètement qui n'est pas Commun. directement. Je dirais que l'une des barrières qu'on a, surtout dans le système francophone, c'est qu'on pense que tout doit être linéaire. C'est-à-dire que comme tu as commencé en mathématiques, là, c'est que tu dois arriver au doctorat en mathématiques, tu ne peux pas essayer de faire autre chose. Moi, d'ailleurs, quand je postulais à EMS, j'ai eu beaucoup. Je me disais, est-ce que ces gars-ci, quand ils vont voir mon parcours, est-ce qu'ils vont m'accepter concrètement, quoi? Parce qu'ils vont dire, un gars qui a un truc en mathématiques, après, il a un truc en big data. Est-ce que, voilà. Donc, je me disais, bon, peut-être qu'ils ne vont pas m'accepter, mais en réalité, ça ne compte pas. Pas du tout. Tout ce qui compte, c'est ce que tu connais, tu comprends quoi. Et du coup, moi, les compétences que j'ai acquises en data science, je les ai majoritairement acquises via les certifications. C'est-à-dire, il y a plein de certifications gratuites en ligne. Comme je dis, des trucs de cours sur j'ai fait tellement, peut-être une trentaine. C'était un peu trop.
Mais du coup, je ne dirais pas que c'est ça quand même qui fait en sorte qu'on te sélectionne ici. C'est bien, parce qu'il y a plein de personnes qui font ces certifications-là, mais qui ne comprennent pas toujours. La preuve en Hmm. est que lorsque tu fais la certification, tu peux carrément tricher jusque-là. Moi, je triche. Et je- et j'ai dit à beaucoup de aux gens, c'est ça qui a fait pour que j'ai retiré l'intérêt sur l'IA peut t'enseigner et tu peux enseigner un enfant sans toutefois être là. Je ne crois pas. Moi, en Ouais, tant qu'un adulte, n'est-ce pas, quand mes assignments arrivent déjà proches, je n'arrive pas à sortir le code, ça me donne le mot de tête. Je pars à GitHub. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Tu ouais, retires ouais. le code propre, tu changes ici, 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 tu fais. Si moi, j'ai fait ça, hmm, j'essaye de comprendre, oui. Oui, Mais si moi, j'arrive à faire ça, ouais, c'est comment comparer à un enfant? exactement, Je exactement. pense qu'on va lui donner la machine et il va apprendre. Il va être... D'abord, même que tu achètes une licence de Coursera, tu donnes à quelqu'un, tu dis à la personne que étudier Coursera chaque jour, il n'y a pas ton prof. La personne ne va pas le faire. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai. C'est qui dit est vrai. C'est qui dit est vrai. Donc, la certification, ce n'est pas ce qui va te faire admis. Je pense que les gens ont une façon d'appréhender les certifications aujourd'hui différente parce qu'ils veulent seulement accumuler les certifications pour montrer aux gens que, bon, voilà, j'ai les certifications, je fais ça. Mais en gros, le plus important, c'est vraiment ce que tu comprends, ce que tu connais et ce que tu comprends, quoi. Moi, je dirais que pour faire une fois de plus, pour être admis à ce programme-ci, prendre le temps de bien faire des questions de mathématiques là, et de codage. Ça, c'est, je dirais que ça, c'est la clé qui va te Mais c'est permettre quel d'être. genre de questions on pose maintenant en codage et mathématiques? C'est une autre chose. Quel Par genre de exemple, questions? et, à notre époque, c'était un truc de, je ne sais pas si je vais dire optimisation, mais c'était find the right path or the Mhm. shortest, like the shortest path. So, par exemple, tu as une grid, on te Mhm. demande de programmer, tu as un agent qui est au début de la grid, on te demande de trouver le chemin optimal pour arriver à la fin de la grid. Donc, d'écrire un programme Python, Un code. puis un code Python qui permet de trouver le chemin optimal. Donc, ça, c'était à notre époque, c'était ça. Bon, depuis, honnêtement, je n'ai jamais été. Je veux dire, tu dois d'abord connaître, tu dois d'abord être capable de conceptualiser et puis avant d'implémenter. Déjà, Oui. sortir le framework Mhm. et avant d'écrire. Ouais, c'est pour ça que je disais justement à la personne qui a posé la question en ce qui concernait le langage de programmation Python. Python, c'est juste la manière dont tu transmets ou bien tu translates. Donc, tu résous le problème, quoi. Tu écris le problème. Mais sinon, la conception de la solution du problème ne dépend absolument pas de Python. Ouais. Ouais. Absolument pas. Je vois que j'ai un petit exemple de linéaire algèbre, un sujet. Peut-être si vous pouvez voir. OK. Je sais pas si c'est... Justement, c'est la question que je vais te poser également. Est-ce que c'est un même sujet qui est donné chaque année ou on Non, change? impossible, ils vont changer. C'est-à-dire, Parce que ça, c'est le- l'année dernière. C'était un exercice de linéaire algèbre. Ça ressemblait à quelque chose comme ça. Je sais pas si... Forcément, si tu n'as pas une idée de ça, c'est que, bon, bon, ils ont je n'ai changé. pas regardé, mais bon, je me souviens encore très bien de notre programme à nous, des questions qu'ils ont posées. Et une petite parenthèse, c'est que vraiment, n'ayez pas peur d'écrire, quoi. Parce que moi, je me souviens de comment est-ce que j'ai envoyé allez, quoi, mes solutions, quoi. C'est-à-dire, j'avais écrit sur des papiers formats, j'ai scanné avec mon téléphone qui n'était pas de très grande qualité. Quand j'envoie, je me disais, mais est-ce que les gars, s'ils vont même lire ce que je suis en train Est-ce de... que vous pensez que je suis sérieux? Ouais, donc, mais ils ont lu. C'est-à-dire, c'est la preuve que vraiment, prends le temps, prépare-toi, résous les problèmes et envoie. Peu importe la forme sur laquelle tu envoies ça, ils vont le lire. Travaille avec Donc, ce qu'on a. ouais, exactement. Donc, pour revenir à ce que tu disais, lors de mon année, lorsqu'on a été admis, donc, il y avait d'abord des QCM à remplir en ligne. C'était des trucs d'arithmétique, des trucs de statistiques. Mais les problèmes qu'il fallait rédiger, il y avait un problème de dérivation, c'est-à-dire où il fallait faire des dérivés partiels, multiples et autres là. C'est-à-dire, on te donne une fonction à plusieurs variables, on te demande de calculer les différentes dérivées partielles totales. Il y avait ça. En algèbre linéaire, c'était un problème de réduction, dimensionally reduction. J'ai carrément oublié comment on appelle ça en français. C'est-à-dire Ouais. quoi, donc tu avais un problème, mais c'était pas, c'était beaucoup plus l'approche théorique derrière, quoi. C'est-à-dire quoi, la notion théorique, c'était pas, parce que quand peut-être on veut faire peut-être diagonaliser une matrice, quand tu connais les étapes dans ta tête, tu fais ça vite. Mais c'était pas un truc comme ça, c'est beaucoup plus la conception. Et une fois de plus, c'est là où il veut piéger les gens. C'est pour voir à quel niveau tu comprends le concept, quoi. Le Ce n'est programme. pas juste un truc mathématique ou bien théorique, quoi.
robotique. Parce que parfois, quand on voit les exercices, peut-être une intégrale à calculer, c'est que bon, quand j'ai ça, je fais comme ça, je fais ça. Non, non. Ils veulent vraiment voir comment est-ce que tu conceptualises les choses et ainsi de suite. Et le reste, c'était des exercices de probabilité. Vraiment, c'est des exercices de probabilité. Et qui, de prime abord, ne sont pas faciles à capter, quoi. Bon, Ouais. Je n'ai pas pensé à chercher les preuves en question. Mais il y avait un problème, c'était une princesse, si je ne me souviens pas, la princesse qui dormait sur des matelas. Et une fois de plus, on voulait savoir quel était le nombre moyen de matelas sur lequel la princesse devait dormir pour être confortable si on mettait un petit caillou en bas de ces matelas. Donc, c'est vraiment ce genre de problème-là qui nécessite pas, c'était pas un truc où tu vas t'asseoir, faire des trucs de manière mécanique. Il faudra que tu prennes le temps Là, de réfléchis. comprendre, de conceptualiser, de modéliser le problème et d'apporter la solution. Ouais. Ouais. d'accord. Alors, vraiment, merci beaucoup, Carlin, pour tous ces détails. Et justement, nous sommes très contents d'avoir pu écouter tous les éléments qu'il faut, évidemment, les éléments importants qu'il faut connaître pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Et tu es entré dans tous les détails avec des conseils que tu as également donnés. Nous te remercions infiniment. Je crois que cette vidéo va beaucoup aider les personnes qui soit nous écoutent maintenant, enfin, qui nous ont écoutés, et ceux qui vont nous écouter plus tard sur notre page YouTube. Encore merci beaucoup et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette séance. Peut-être un dernier mot peut-être à toi et Pérez va juste clôturer la séance. D'accord. D'ailleurs, déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir quand même de partager comme ça. Et je peux te donner un conseil que j'ai déjà répété à plusieurs reprises ici. Déjà, il ne faut pas se laisser intimider par quoi que ce soit. C'est vrai que de prime abord, ça peut sembler très, très compliqué, mais voilà, il faut prendre le temps de s'asseoir et de travailler, quoi. Et une fois de plus, pour ce programme-ci spécifiquement, je trouve que c'est un gros avantage. Parce que, comme Sandra disait, moi, j'ai suivi plusieurs formations et mes notes en licence mathématiques, je passais, mais ce n'était pas des notes avec, je n'ai pas eu des 4 de MGP. Vous voyez? Donc, du coup, le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur ce que tu comprends et ce que tu connais. Les notes, c'est important, mais il faut aussi beaucoup plus se concentrer. OK, est-ce que je sais faire ça? Si, 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 ça. Est-ce que je comprends vraiment cette notion-là? Et c'est vraiment ça qu'ils essaient de regarder ici. Une fois de plus, ils ne demandent pas de lettres de recommandation, ils ne te demandent pas d'avoir des top, top notes. Tout ce qu'ils te demandent, c'est passer le test de mathématiques, d'avoir le minimum en termes de diplôme, passer le test de mathématiques qui prouve que tu comprends ce que tu fais et techniquement, ça devrait aller. Wow, merci beaucoup. Et, et aussi, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur le site web, la plateforme de EMS d'abord et ensuite de Google DeepMind parce qu'ils financent beaucoup de choses là-bas aussi. Donc, il n'y a pas que ce programme-ci. D'ailleurs, il y a une Camerounaise, je ne sais pas si peut-être tu auras l'occasion de l'inviter ici, qui était, il y a deux Camerounais même. Un qui a eu la bourse Google DeepMind à Wits, aujourd'hui au Canada, il est à Mila, il fait sa thèse à Mila. Et une autre qui a eu la bourse de Stellenbosch, venant aussi de EMS. Donc, c'est pour dire que toutes ces bourses-là de Google DeepMind, c'est accessible à tout le monde, quoi. Donc, c'est pas parce que c'est en Europe ou bien c'est aux États-Unis que tu dois avoir peur de postuler, quoi. Une fois de plus, faut foncer. Ouais. Wow. Merci beaucoup. Oh, Carla, merci beaucoup. Thank you so much. If you are listening, then you should know that in summary, what Carla is saying is that never be scared of the opportunity. First try. No matter if you are scared, do it anyway, and then go home scared Yeah. after you have done it first. And then the second one is do what it takes with what you have. Like it's clearly written in his entire journey. I did not know how to do this. What do I have to help myself in what I am doing? Of course, it does not work always, but the reality is everything you learn helps you one way or the other to advance in your career. You just need to take the right steps, do with what you have. You will not always have everything. Like he said, he used his phone that was not the best to do the exercise. At least he had A4s, he had a pen, and he had a camera. He used it, he sent. Without sending, no application sent. And you will never know. Like I like the humility that he put also in saying there is you being smart and there is having luck. Sometimes it's just about luck. Sometimes you never know. I have a friend that says we throw the dice, but it's God that gives us six. So you might throw the dice, no one controls it.
Some days it's going to give 6, some days it's going to give 1. But if we follow mathematical principles, if you throw the dice for a long period, you must obviously have a 6, whether you like it or not. So on this note, we are going to close for now, and then we are going to see ourselves next week with another exciting guest. Thank you so much, Carla, and thank you so much, Sandra, and the entire SFO team. Bye-bye. Bye-bye.